tous, et nous voici avec deux nouveaux intervenants de prestige quand même, puisque nous avons le prix Francky 2021 et le prix Nobel de physique 2019 à mes côtés. Bon, je vais être un petit peu chauvin, je vais d'abord me tourner vers Mickaël. Mickaël, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a valu ce prix Francky? Ce sont nos travaux dans le domaine des exoplanètes, à mon équipe et à moi, et notamment la découverte du système Trappistin, un système assez célèbre maintenant, grâce à ces 7 planètes de la taille de la Terre qui sont en orbite autour d'une toute petite étoile proche, à l'échelle de la galaxie, à 40 années-lumière. Elles se prêtent toutes bien à des études détaillées, parce qu'on apprend beaucoup dans les années à venir, et certaines pourraient être habitables. Donc, elles ont un grand intérêt scientifique, mais même de la recherche de vie ailleurs. On peut rêver à des traces de vie sur cette planète. Alors Didier Keller, encore un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Toi, ça remonte un petit peu plus longtemps que la découverte de TRAPPIST-1. C'était en 1995, si ma mémoire est bonne, pour 51 Pégasi B. La première exoplanète découverte par l'homme. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite aventure? Oula, c'est une longue aventure. Ça a mis des années à se mettre en place. Mais effectivement, c'est en 1995 qu'on a démontré qu'il y avait une planète qui était en orbite sur une étoile qui s'appelle 51 Pégase, une étoile assez banale qu'on peut à peine voir à l'œil nu dans la constellation de Pégase. Et c'était la première fois qu'il y avait une évidence d'une telle planète en orbite autour d'un autre soleil. C'était vraiment ça ce qui était nouveau. Alors ce qui est intéressant, bon, d'abord, ça répondait à une longue question, savoir est-ce qu'il y a d'autres planètes autour des étoiles. Les gens en étaient plus ou moins convaincus, mais bon, de là à le démontrer, il y avait eu énormément de fausses alarmes dans les précédentes, on va dire, 60 dernières années. Puis alors, ce qui était encore plus intéressant, et ce qui a rendu la situation compliquée, en particulier pour moi, c'est qu'on a découvert une planète qui n'était simplement pas censée exister. D'ailleurs, comme c'est la majorité de toutes les planètes qu'on a quasiment trouvées jusqu'à présent, elles n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. Donc on a fait une sorte de remise à niveau de notre compréhension globale de la question des planètes autour des étoiles. Et je cite toujours l'exemple, c'est un peu comme au moment où on se rend compte que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Ben voilà, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. On se rend compte que le système solaire, il est parmi d'autres étoiles au sein d'autres demi-galaxies, et qu'il y a d'autres galaxies, et que l'univers est en expansion, etc. Donc on a vraiment retourné le problème en disant, écoutez, on est juste une solution parmi tant d'autres. Et en 1995, c'était la première. Alors évidemment, ça a pris du temps pour prendre la mesure de la réalité, mais ça a joué une sorte d'un rôle d'un électrochoc pour la communauté qui s'est dit, il y en a. Et alors, le coup de chance, ce que moi j'appelle le cadeau de la nature, c'est que l'énorme majorité des planètes qu'on trouve, elles sont relativement faciles à trouver. Si elles étaient vraiment comme le système solaire, on ne serait probablement pas en train de discuter aujourd'hui. Et Mickaël ne serait pas là. Alors, je profite de votre présence à tous les deux, puisqu'évidemment, l'actualité, c'est aussi le télescope spatial James Webb. Je vais peut-être vous laisser à chacun répondre brièvement sur déjà ce que vous espérez trouver en plus grâce à ce petit bijou technologique, je pense. On espère passer de la détection à l'étude détaillée de planètes, notamment de planètes rocheuses, telluriques, et de planètes un peu plus grosses qu'on appelle les super-terres, c'est-à-dire étudier leur composition atmosphérique, déjà déterminer si elles ont une atmosphère ou pas, c'est déjà la grande question primordiale. Puis après, si elles en ont une, étudier la composition, pouvoir la comparer à celle des planètes du système solaire, essayer de comprendre comment les conditions de surface et les conditions atmosphériques, la composition atmosphérique varie en fonction des différents paramètres des systèmes planétaires, des planètes elles-mêmes, et essayer de passer de ce qu'on appelle la planétologie, l'étude des planètes du système solaire, à l'exoplanétologie, et donc avoir une compréhension bien plus grande du phénomène planétaire, non plus à l'échelle du système solaire, mais à l'échelle de la galaxie. Didier, est-ce qu'on peut espérer trouver ce qu'on appelle des extraterrestres grâce à ce télescope spatial? La question de la vie sur d'autres planètes est une question extrêmement compliquée. Je pense qu'il faut la traiter sérieusement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut admettre qu'à part trouver une planète qui serait vraiment strictement semblable à la Terre, dans toutes ses caractéristiques, y compris les caractéristiques de l'atmosphère,
on n'a aucun moyen de détecter de manière certaine de la vie à distance sur notre planète. On n'a pas ce qu'on appelle des biosignatures qui sont indiscutables. Par contre, on a plein de choses, plein de questions qu'on se pose. Des questions relativement simples. La première question, quand vous avez une planète, comme la Terre, vous pouvez aussi avoir une planète comme Vénus. Ce sont les mêmes. Elles ont la même masse, elles ont la même taille. Qu'est-ce qui fait que la Terre est si différente de Vénus? Alors on peut se dire, bon, c'est l'eau. Il y a une quantité d'eau très différente dans les deux planètes. Alors pourquoi? Est-ce que vraiment l'eau est quelque chose qui est à disposition sur une planète de manière systématique? Alors on sait qu'il y en a partout dans l'espace. L'eau, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que l'eau est vraiment à disposition sur les planètes? Vénus, en l'occurrence, n'a plus d'eau. Alors est-ce qu'elle n'en a jamais eu? Puis la Terre en a eu. Alors pourquoi la Terre en a eu et pas Vénus? On va poser toutes ces questions-là. Donc on va avancer vers les questions de la vie en essayant de résoudre des questions qui sont beaucoup plus fondamentales, en fait, qui amènent progressivement à se poser la question. Alors une, c'est vraiment, est-ce qu'on a de l'atmosphère? Est-ce qu'on a une atmosphère sur ces planètes? Parce que c'est pas du tout gagné. Peut-être qu'elles ont été évaporées, en particulier les systèmes très proches des étoiles, on ne sait rien s'ils peuvent survivre. Donc, est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'on peut voir de l'eau dans cette atmosphère? On n'en sait rien. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Et toutes ces questions-là vont prendre du temps. Donc le James Webb va nous aider, ce sera un instrument extraordinaire. On espère trouver de l'eau, ce serait extrêmement excitant. Dans une des planètes de TRAPPIST, on arrive à déterminer qu'il y a une atmosphère avec de l'eau, ce serait phénoménal. C'est-à-dire qu'on arrive à démontrer que d'une certaine manière, l'eau arrive sur ces planètes ou arrive on forme ces planètes avec suffisamment d'eau, il va en rester une fois que la planète sera formée. Ce serait déjà pour moi une découverte absolument extraordinaire. Si on arrive déjà à faire ça, c'est déjà bien. Maintenant, on va aller plus loin, puis on va commencer à chercher d'autres molécules, et ça ne sera probablement pas avec le James Webb. Il faudra probablement une génération nouvelle d'instruments, mais c'est que le début. À terme, on va probablement arriver à savoir quelque chose. Et puis alors, moi je dis toujours, peut-être que c'est à côté de nous, peut-être que la vie est à côté de nous. D'abord, elle est peut-être sur Terre, une vie qu'on n'a pas vue encore. La fameuse idée, cette fameuse deuxième biosphère qui est inaccessible. Il y a l'idée de Mars. Mars, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars pendant le premier milliard d'années? On va ramener des échantillons, c'est monumental. La dernière fois qu'on a ramené des échantillons d'un autre astre du système solaire, c'était il y a 60 ans. C'était les missions Apollo. On a vu l'impact et la conséquence de ces morceaux de rochers qui sont revenus. Eh bien, on va faire la même chose avec Mars. Et ça, c'est vraiment un pas gigantesque au niveau de la compréhension de l'évolution chimique des planètes, de l'éventualité qu'il y a eu suffisamment d'eau pour développer peut-être la chimie prébiotique. Vous voyez, la vie, c'est plus que simplement aller mesurer une planète. C'est vraiment une question générale qui consiste à regarder sur notre planète, dans notre système solaire. Et puis alors, on va essayer de s'amuser maintenant avec un nombre quasiment infini de planètes, parce que ça, c'est l'avantage de l'astronomie. C'est que vous avez un nombre quasiment infini d'étoiles, donc vous avez quasiment un nombre infini de planètes. Vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à regarder à travers le temps, leur évolution. Vous avez une sorte de diversité que vous n'aurez jamais dans le système solaire. Je rappelle qu'avec les éditions Riche, nous avons développé une collection qui s'appelle Mars, où on traite évidemment de la vulgarisation de l'exploration spatiale. Et autour de cette collection, on a régulièrement la chance d'organiser des événements avec de brillants invités comme Mickaël et Didier. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et bonne lecture à tous.